Hello à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la saison 2 du podcast Raconte-nous. Et comme chaque mardi, ça ne change pas, on met en lumière un métier ou un parcours de vie. Et aujourd'hui, on est avec Joris. Salut. Du premier battement de ton cœur à ton premier rire, Raconte-nous. De ton parcours d'enfant à tes passions en passant par ton apprentissage scolaire, raconte-nous. de tes premières réussites à ton premier emploi, Raconte-nous. De tes obstacles à ta remise en question, raconte-nous. Mais quelle est ta véritable passion? Viens nous raconter en toute simplicité. Joris, qui s'est lancé dans la folle aventure de l'entrepreneuriat, il va nous en parler davantage. Et d'ailleurs, Joris, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avant de rentrer dans les détails, mais voilà, ce que tu fais, ton métier à l'heure actuelle? Oui, bien sûr. Donc moi, ce métier, je l'ai débuté l'année dernière. J'étais encore en études, en master droit des affaires, droit des assurances, que j'ai terminé au mois d'août l'année dernière. Ça passe vite. Ouais, c'est vrai. Hein. Et en février de la même année, on s'est lancé avec mon associé Yann et on a voulu créer une agence de communication, de stratégie digitale, mais spécialisée pour les assureurs, professions réglementées. Des professions qui ont besoin d'une image de marque pour attirer plus de clients, augmenter leur chiffre d'affaires, mais qui s'en rendent pas forcément compte. Ouais, c'est ça. Tu m'étonnes. Et donc on est toujours dans cette typologie de services maintenant. Et à côté, on a lancé un accompagnement en gestion d'affaires pour entrepreneurs digitaux et entrepreneurs de manière globale. Donc voilà un petit peu rapidement pour les activités. Super. Bon, en tout cas, on est ravis que tu sois là avec nous. On est ravis d'être là aussi. Hein. On est très contents et que tu ouvres la saison 2. En parlant de saison 2, on a une question que tu vas inaugurer. C'est celle qu'on posera du coup à tous nos invités. Génial. Et tu es prêt? Je suis prêt. Quel a été ton dernier fait marquant récemment, que ce soit dans la vie pro ou perso, et pourquoi? Le dernier fait marquant, je pense que ça peut être intéressant. Je vais en prendre un pro et un perso. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Trop bien. Le dernier fait pro, vous y étiez, c'était pendant le meetworking d'entrepreneurs.com où j'ai pu monter sur scène devant 300-400 personnes, chose que on fait déjà des conférences pour nos clients, mais devant autant de personnes, surtout autant d'entrepreneurs, ça m'était jamais arrivé. Et du coup, j'ai fait de superbes rencontres, la preuve d'ailleurs. Ouais, c'est la et c'était vraiment une super expérience et j'en garde un souvenir indélébile pour le coup. Et ça m'aide à encore finalement voir les objectifs encore plus grands. Donc c'était vraiment une superbe expérience. Du côté perso, une expérience un peu moins positive. C'est une expérience de vie quand même. Il y a un de mes meilleurs amis l'année dernière qui a eu un accident de parapente. Okay. C'était au mois d'août 2023 du coup. Il y a presque un an, ouais. C'est ça. Il était en Suisse à ce moment-là. Okay. Et du coup, j'ai été travailler en Suisse une semaine pour venir le voir. Et voilà, ça a été un accident assez lourd. Ouais. Et parce qu'on faisait beaucoup de tennis ensemble, etc. Ouais. Donc moi, ça m'a beaucoup beaucoup marqué. Et les médecins disaient qu'il pourrait pas remarcher, etc. Là, il est en béquille, il a plus de fauteuil. Wow, donc ça se présage vraiment super bien. Ouais. Et j'en suis ravi. Mais c'était peut-être le fait le plus marquant de ma vie perso. Ouais. Et pas très positif. T'as eu une prise de conscience suite à cet événement perso? Ouais, complètement. C'était vraiment dans le sens où, oui, finalement, je comprenais que j'étais sur le bon chemin quand j'ai voulu me lancer dans mes objectifs, parce que tu te rends compte, quand tu as des faits marquants comme ça autour de toi, que ça touche des personnes auxquelles tu tiens, tu te rends compte que ta vie, en fait, t'en as qu'une, véritablement. C'était quelqu'un qui voulait partir faire un tour du monde, donc là, mais vraiment, il allait le faire dans les mois qui suivaient. Ouais. Et donc là, il veut toujours le faire, mais tout a été mis en pause. Et là, je me dis, putain, il était à un mois de faire ce qu'il voulait faire. Et il a dû tout stopper à 30 jours de l'échéance. Ouais. Donc en fait, il ne faut pas attendre une journée, une minute pour faire vraiment ce que l'on a envie de faire. Et c'est la leçon que j'en ai retirée. Ouais. Magnifique. Trop bien. Ok. Bon, franchement, Joris, très très bien. Avant de parler de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Bien sûr. Peux-tu nous dire où est-ce que tu as grandi et comment tu étais petit? À quoi ressemblait Joris petit, quoi? Bien sûr, Joris petit, c'était un petit garçon assez paradoxal qui pouvait être très à l'aise en société comme très timide. Donc ça dépendait énormément des fois, mais je suis né du coup à Saint-Michel
Saint-Michel, donc c'est en Charente, hein. C'est à côté d'Angoulême. Donc, j'aime bien la précision de plus en plus. Je pense que c'est important. Macro et puis micro. C'est ça. Même quand je suis à Paris, que je dis Angoulême, il y en a qui me disent ouais, je dis La Rochelle. Oui, même si c'est pas vraiment à côté, hein, c'est à 1h30, mais bon. Donc voilà, vers Angoulême, et bon, globalement j'ai toujours été là-bas, que ce soit de petit à maintenant. J'ai toujours été dans ces coins-là, même si aujourd'hui je bouge beaucoup plus, ce qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs, même si j'adore ce coin. Et donc Joris Petit, c'était un garçon qui était assez réservé, qui avait du mal à passer au tableau pour répondre à des questions, mais à la fois qui était hyper à l'aise avec les gens. Ça dépendait beaucoup du schéma. Société, je pouvais être très à l'aise. À l'école, j'étais beaucoup plus discret, beaucoup plus à écouter l'autorité. Bon, j'ai fait un total sweep du coup depuis. Mais, génial. Voilà, c'est ça. Mais j'étais énormément comme ça, ouais. Le bon élève, pas trop de bruit, qui peut déconner de temps en temps, mais assez sérieux, qui voulait pas déranger. Et pas de croix dans le carnet, quoi. Exactement, ouais. C'était plutôt ça. Pas de croix dans le carnet. Et quand j'en avais eu, c'était peut-être, j'avais l'impression que c'est la fin du monde, pas du tout. Mais... Alors que finalement tout va bien. C'est ça. Est-ce qu'il y a un métier que tu voulais faire ou auquel tu pensais quand tu étais petit? Ouais, mais je vous remercie parce que c'est des questions qu'on pose pas souvent, mais ouais, complètement. Il y en avait un qui m'a suivi pendant longtemps, hein, genre peut-être de mes 5 à mes 15-16 ans. Ok. Et c'était mangaka, donc dessinateur de bande dessinée japonaise. Ouais. J'adore. Okay. Improbable, quoi. Génial. Mais je vous jure, parce que je dessinais beaucoup petit, et puis je disais à mes parents, et plus tard, je serais dessinateur. Enfin, je disais dessineur. Je me rappelle à l'époque, c'était dessinateur. Moi, j'avais 5 ans, hein, mais... Dessineur. Et après, voilà, tu zappes la télé, puis je suis tombé sur Naruto, qui est un manga qui m'a suivi pendant 10 ans. C'est de là peut-être que c'est venu, hein, la volonté maintenant de faire de grandes choses. Parce que Naruto, c'est un mec quand même qui rate tout au départ, mais qui, par sa motivation, arrive à faire de grandes choses. Donc c'est vraiment ce qui m'a inspiré à la base, et je suis vraiment tombé après amoureux du manga en fait. J'en ai lu avant même de lire des BD. Ah ouais. Et vraiment j'adorais ça. Et t'es tombé dedans, quoi. Ouais, je suis tombé dedans, et du coup je dessinais beaucoup, je faisais des planches, etc. Et ouais, pendant un moment, j'en ai même dessiné, hein, des planches que j'ai encore chez moi. J'ai dessiné des mangas où j'ai inventé l'histoire, où j'ai dessiné des planches et tout. Peut-être qu'un jour ça sortira. Peut-être. J'ai déjà hésité à faire des posts LinkedIn là-dessus, en vrai. Je pense que je le ferai un de ces quatre, puisque les planches, mais c'était genre à 15 ans, je les dessinais, et puis ensuite je les photoshopais pour les faire en noir et blanc, pour faire comme vraiment les planches. Oui, quand même, hein. Ouais. Ah oui, tu t'es allé au bout de la chose. Et voilà. Et pour le coup, et ça m'a suivi, je dirais, jusqu'à 15-16 ans, puisqu'après j'étais en quittant le collège, j'étais du coup en seconde avec option art appliqué. Et après, quand j'étais vraiment dans le truc, je me dis ouais, en fait c'était pas du tout dans le manga, donc j'ai fait une filière plus généraliste. D'accord. Et c'est après où je me disais, je trouvais ça toujours sympa, mais je dis oui, ça restera une passion. Peut-être que j'en referai plus tard, mais c'est pas tellement artiste que j'ai envie de faire, j'ai envie de le faire à côté. Je m'en suis rendu compte à 15-16 ans, même si c'était compliqué, vu que ça faisait 10 ans que je voyais que par ça. Quoi. Ouais. Puis après, en allant en ES, j'adorais le côté sciences politiques, etc. Droit, j'aimais bien ça. Et c'est pour ça qu'après j'étais en fac de droit, mais l'entrepreneuriat c'est venu bien plus tard. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Bien sûr, on va y venir. Ok, donc tu grandis de plus en plus, tu nous as dit, tu as fait des études de droit initialement. Ouais, c'est ça. C'est ça de base que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voulais faire en fait? Pourquoi tu as emprunté cette première voie-là? Alors pas tellement au lycée, hein. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup étudier les sciences économiques. Voilà, pour la finale, je m'étais pas trompé, j'avais été en ES et les SES, j'aimais bien ça. Donc déjà là-dessus, il n'y avait pas de problème. Ouais, c'est ça. Parce que quand j'en voyais, puis en plus, je suis arrivé du coup, puisque j'étais en seconde avec l'option art appliqué, j'avais pas eu SES en seconde. Donc je suis arrivé dans une filière où la matière principale, je l'avais jamais eu. Waouh, coup de poker. C'est ça. Mais je me disais non, je pense que ça va me plaire, je me connais quand même, et puis bon, je m'étais pas trompé pour le coup. Puis j'aimais bien les SES, etc. Donc je me voyais faire une école de commerce, des études en économie, etc. Et puis après, en faisant sciences politiques, où on étudiait, enfin on le survolait un petit peu le droit, je me rendais compte que le droit menait à tout, et je me disais, vu que j'ai pas encore d'idée de métier précis, je vais aller là-dedans, et je pense que je vais bien aimer ça. Et du coup, sur Parcoursup, puisqu'on était la première année test, APB était juste enlevé. Et Parcoursup, c'était en 2018, c'était juste arrivé. Joyeux bonheur. C'est ça.
Mais du coup, j'avais 17, 18 de moyenne, donc j'ai vraiment pas eu de soucis pour les vœux, j'ai été accepté partout. Et du coup, j'ai été en licence à Poitiers, en droit histoire. Mais du coup, après, c'était histoire, c'est juste une option, mais c'était droit après, vraiment, j'ai suivi en licence. Et donc, tu fais ces études de droit en n'ayant pas trop finalement de métier en tête, où tu te dis, finalement, ça mènera un petit peu à tout. C'est ça. Et le tout devient en fait l'entrepreneuriat. Exactement. Puisque tu te lances directement après les études. Complètement. Dans l'entrepreneuriat. Plusieurs questions, mais quelle idée? C'est ça, ouais. Quelle Pourquoi? idée, ouais. Comment? Et qu'est-ce que, en fait, vraiment, qu'est-ce que ça signifie de se lancer directement après les études dans l'entrepreneuriat? Parce qu'effectivement, on entend beaucoup de reconversions professionnelles qui, après quelques années dans le salariat, on se lance dans l'entrepreneuriat. D'autres aussi qui font pas forcément d'études et qui se lancent très jeunes, donc juste après le lycée dans l'entrepreneuriat. Mais c'est intéressant, je trouve, d'avoir cet aspect de se dire, en fait, moi, le salariat, non, je me lance direct dans le vif du sujet. Comment ça vient? Et quelles difficultés, ou en tout cas, c'est quoi les challenges qu'on rencontre quand on se lance directement? Ok, je vais prendre la jeunesse de la chose. Ouais. Moi, il faut savoir que l'entrepreneuriat, alors forcément au lycée, je connaissais pas vraiment le mot, pour être honnête, parce que j'ai aucun entrepreneur dans ma famille ou dans mes proches. Donc, mais c'est venu déjà de base quand j'avais 16-17 ans. D'accord. En fait, on faisait, forcément, tu commences à faire les premières soirées. Et mon père, depuis que j'étais tout petit, il faisait du punch, tu vois, maison, quoi, pour des invités, etc., pour des soirées, parce que mes parents, ils sont très fêtards. Ouais. Et donc, ça s'ambiance à Angoulême, hein. Ah ouais. Attention. Alors, t'es charentais ou tu l'es pas, quoi. J'aime bien. C'est ça, c'est comme la Bretagne, c'est comme les Bretons, tu vois. Et pour le coup, on faisait beaucoup de soirées comme ça. Et puis, tu vois, à 15-16 ans, il a appris à faire son punch maison, mais c'est vrai qu'il était super bon. Et du coup, en fait, au lycée, j'en ai fait une fois à une soirée. Et les gens avaient adoré, et ça a tellement fait le tour qu'il y avait des filières, en fait, qui disaient, apparemment, tu fais du bon punch, tu pourrais pas en faire pour nous, etc. Et puis, on te paye, machin. Et je dis, ok, du coup, je prenais les ingrédients. Je faisais le punch et puis je donnais un prix pour faire une petite plus-value. Et ça a été ça a été la première expérience, quoi. Mais c'était en mode, c'était pas du tout je me disais pas, ah ouais, trop bien, je vais être vendeur plus tard, mais c'était juste en mode, tiens, je fais un truc que je kiffe et puis j'ai un peu d'argent avec ça, c'est marrant quand même. Ça marche bien, quoi, c'est sympa le concept. C'est ça, c'est sympa. Je me rappelle du truc, j'arrivais sur le parking du lycée, parce que du coup, je suis des débuts d'année, de février, donc j'ai pu avoir le permis, tu vois, j'étais encore en terminale, et du coup, j'arrivais dans la voiture, les gens ils venaient, ils venaient le coffre, j'avais des bouteilles, c'était le troc, quoi. Donc t'en avais beaucoup qui c'était en mode, tu vois, la fumette, non, c'était les bouteilles. Alors là, ça passait quand même de l'école primaire à pas trop de croix dans le carnet, et sinon c'est dramatique. Il arrive au lycée en mode, bon alors les gars, le punch, c'est comment? C'est ça, exactement. Ouais, des fois, j'arrivais même avec des bouteilles dans mon sac, tu vois, je me disais, putain, moi je dirais que c'est du jus d'orange, je dirais que ça passe. Mais c'était la première expérience. Mais mine de rien, après, ça m'est resté en tête, mais sans me dire que j'en ferais forcément quelque chose. Ouais, bien sûr. Mais c'est juste quand j'étais justement à la fac, donc tu vois, je fais ma première année, ça se passe bien, j'ai des bonnes notes, etc. Et je suis avec beaucoup de potes qui étaient au lycée avec moi, qui m'ont suivi à Poitiers, donc on a deux apparts à côté, on fait quelques soirées, c'est ça. Je suis le seul, on est deux à être en droit, on est une bande de 7-8, on est deux à être en droit, les 6 autres sont en AES, administration économique sociale, mais c'était le même bâtiment. Oui, c'est la même chose, quoi. Voilà, quoi. Et puis ils avaient un peu de droit aussi, donc bon, c'était vraiment pareil. Et en fait, on commençait à parler, et il y a juste un soir, je crois, on avait un petit peu picolé aussi, faut dire, mais je dis, mais moi je pense que je sais pas ce que je vais faire après, mais écoute, si ça marche pas, moi je vais ouvrir, je vais créer une marque, Le Gentil Punch, ça passait bien avec mon famille, j'ai sorti ça comme ça, et c'est ça, et puis il me disait, mais tu sais que c'est vraiment pas bête, et moi j'ai me couché le lendemain, et puis le lendemain tu décules un peu, je dis mais c'est vraiment pas con après. C'est les meilleures idées, Mais c'est ça, et je me dis c'est un truc, et en fait je me le suis noté, tu vois, je me le suis vraiment noté, puis après après tu commences à en parler j'en parlais beaucoup avec Yann, puisqu'on s'est rencontrés à la fac en fait, et on en parlait, tu vois, comme ça, parce que lui semblait beaucoup intéressé par ça, et puis on était les seuls, je trouve, à être honnête quand on était en fac avec Yann, ou quand on parlait avec des gens, pourquoi vous avez fait du droit, les gens disaient oh mais c'est parce que franchement c'est valorisant, etc. Et Yann dit oui, il y a aussi de ça, mais j'ai aussi envie de très bien gagner ma vie. Et moi quand Yann disait ça, et c'est là où on s'est connus, je dis ouais, complètement. Et en fait on était les seuls à le dire. Honnêtement, tu vois, les gens voulent pas trop le dire, voilà, le tabou de l'argent en France, malheureusement. Et donc c'est parti un petit peu de là, mais c'est resté un petit peu en stand-by ensuite, même si cette idée, tu vois, je la gardais. Et c'est revenu en 2021, donc 3 ans après, je fais ma licence en fait.
L1, parce que là j'étais en L1, L2, où il y a le Covid un petit peu, donc mais du coup je me confine en Charente chez moi, donc c'est sympa, parce que moi j'ai un jardin, il fait très beau en plus, donc moi je me plains pas, franchement, j'ai la meilleure vie. Génial. Ça, j'avais passé mes premiers examens où j'avais eu des super notes, les derniers sont annulés, donc je dis pouf, c'est les vacances quoi. donc voilà, j'étais confiné avec ma petite sœur, et puis moi j'en garde un bon souvenir, la situation était pas évidente, mais j'en garde un bon souvenir. J'ai aussi le souvenir de mon père qui bossait beaucoup, puisque lui il bosse en hôpital psychiatrique, donc forcément pour lui il n'y avait pas eu de confinement. Et là en fait, du coup on sort du confinement, je fais ma 3e année, et j'ai un ami d'enfance avec qui on discutait beaucoup, on s'était un peu perdu de vue. Il fait une soirée pour un anniversaire et il me dit moi j'ai une idée, j'aimerais créer en fait une application pour soirée. Moi je suis passionné par l'entrepreneuriat et j'entendais ce mot arriver, je dis ah ouais, je dis ok. Et je dis, est-ce que tu veux que juridiquement je t'aide ? Mais juste je t'aide comme ça. Et il me dit, ah ouais, ça pourrait être pas mal. Et c'était en juillet, je m'en rappelle très bien. En plus, je regardais une série entre-temps qui me mettait vachement là-dedans. Bon, la série, c'était pas non plus, c'était, tu sais... C'était quoi, tu peux me dire ? C'était How to Sell Drugs Online. Bon, décidément. C'est ça. Le gentil ponche, le gentil... d'accord, tu peux pas tout faire passer avec ton nom de famille. Exactement, pas tout, possible, Mais tu vois, c'était la série, tu sais, le mood, etc. Un peu de faire un truc, ça me faisait rire, tu vois. Et je regardais la série à ce moment-là, et c'est pour ça que je lui ai dit, attends, je veux bien t'aider sur ton projet, machin. Et en fait, du coup, le projet, il a pas voulu le sortir ensuite, tu vois, donc il a fait marche arrière. Mais pendant une semaine, je lui ai fait des statuts, etc. de société. Et juste, je me suis rendu compte, j'ai pas vu le genre, et pendant une semaine, j'ai pris mon pied à faire ça, quoi. Incroyable, ok. Et donc là, ça me trottait de plus en plus en tête. Puis après, j'ai eu mes affectations pour le master. C'était vraiment le même mois. Où du coup, j'avais demandé pas mal de masters. Enfin, j'avais demandé 5-6, pas non plus. Et puis il y en avait 2 que je voulais surtout. C'était droit, gestion, commerce des spiritueux. Ou droit des assurances, droit des affaires. Et les 2 étaient assez contingentés. T'avais genre à chaque fois entre 800 et 1000 demandes pour 17-30 places. Donc c'était un peu. Et j'ai eu les 2. Donc merci. Donc c'était super chouette. Du coup, il a fallu faire un choix. Je me dis droit des affaires, droit des assurances. Et là, je commence à réfléchir par l'entrepreneuriat. Je dis avec ça, il y a peut-être un truc à faire là-dedans. Et mais tu vois, c'était pas non plus ce que je voulais encore totalement faire, mais c'était un critère dans ma tête maintenant. C'était une petite graine quoi que exactement. Tu plantée. Donc j'ai pris droit des assurances. Je suis arrivé en master 1. Donc le master 1 se passe bien. Et contrairement à tous mes potes de promo, parce qu'avec ma promo avec laquelle je m'entends bien, où ils font tous des stages dans des grands groupes, moi je dis non, je vais faire un stage dans une agence, etc. pour avoir le côté commercial. J'ai envie de faire ça. Et du coup, c'est ce que je fais. Je fais mon stage du coup dans une agence mutuelle de Poitiers, qui était du coup dans l'agence qui est le plus gros point de vente des 500 agences en France. D'accord. Et c'est celle qui était à 10 km de chez mes parents, tu vois. Donc parfait. Donc c'était nickel. C'est ça. Et donc du coup, je fais mon alternance là-bas. Du coup, l'ancienne agent, parce que c'est agent général d'assurance, c'est comme des franchisés, on va dire, tu vois, McDo, Burger King, tu vois, ils ont une marque, mais ils sont indépendants et ils développent leur portefeuille. Et lui, il avait développé en prenant en faisant des contrats avec des sociétés parisiennes, etc. Donc, il avait bien développé la chose. Il avait même, toujours, quand je suis arrivé en tant que cliente, toutes les propriétés de la femme de Jean-Michel Édouard Leclerc, tu vois, le PDG Leclerc. Donc tu vois, il avait été chercher vraiment, alors que c'était une agence de campagne, il a été chercher des gros clients, quoi. C'est pour ça qu'il avait un gros portefeuille. Et ce qui m'attirait complètement aussi, c'était, tu vois, le fait qu'il soit à son compte quand je suis arrivé à l'agence, et puis c'était la thune, quoi, aussi, faut être honnête, parce que le gars faisait quand même 50 000 balles nettes par mois, quoi. Il se versait. C'était pas mal. Et du coup, lui était juste parti en retraite, et 2 autres agents étaient arrivés, du coup, et se partageaient le portefeuille. Et en fait, c'est là où je fais le stage et où je vois qu'ils gagnent bien leur vie, qu'ils sont à leur compte. Et j'avais eu l'idée de l'entrepreneuriat, je dis mais en fait, c'est ça, ouais. La graine commence à pousser petit à petit. Exactement. Elle commence à pousser petit à petit, mais là, je me dis pas forcément que je vais faire de l'entrepreneuriat de manière générale en voulant créer des empires. Je me dis, je vais être agent général d'assurance, tu vois, mais monter un gros portefeuille. Tu vois, je pars de là. Et donc pendant le stage, ça se passe bien. Je travaille même l'été, tu vois, pour eux après mon stage entre le Master 1 et le Master 2. Puis je fais le Master 2. Je commence et du coup là je suis en alternance. Le M1, il y avait un stage de 3 mois, le Master 2, je suis en alternance, donc ça c'est cool. Et là de plus en plus, je fais mes semaines, je commence à créer des process, je suis bon commercial dans l'agence, etc. Et je me dis mais c'est cool, il devrait faire comme ça, comme ci, comme ça. Et je commence à m'intéresser à LinkedIn entre temps, où je commence à voir le métier de ghostwriter un petit peu. Et là, je me dis, mais il y a des trucs à faire partout. Il y a des trucs potentiellement où je pourrais être bon, parce que j'aimais bien écrire aussi. Et donc, je commençais à écrire sur LinkedIn, mais juste comme ça, tu vois.
Et je disais, et là on a commencé à reprendre contact avec Ken, à beaucoup en discuter. On avait voulu faire aussi un projet entre temps, mais une appli, mais tu vois, ça, on en parlait, mais finalement on n'a pas fait là-dessus. Mais tu vois, pendant mon Master 2, on en parlait. Et finalement, il me dit, mais pourquoi on ferait pas, genre, toi t'es dans les assurances, moi je suis dans le droit des affaires, tu me dis que t'es à l'aise avec LinkedIn, pourquoi c'est lui qui a eu l'idée, il me dit pourquoi on ferait pas une agence où du coup on fait du ghostwriting, parce que ça commence à exploser, mais hyper niché. Et je dis putain, mais c'est vraiment pas con. Et du coup, on se dit ça en décembre, hein. Et l'entreprise, on l'a créée en février, quoi. Wow. Ok, donc là, la graine a fini de pousser, quoi. Là, elle commence à... Et là, c'est ça. Et puis là, en créant, je me dis, ah ouais, définitivement, je veux toujours faire de l'assurance, je veux encore en faire. Mais il y a de faire un cabinet d'avocats aussi. Je me dis, ouais, mais non, on va faire un groupe, on va créer un empire. Et là, les ambitions, tu vois, grandissent. Et voilà, ouais, pour l'entrepreneuriat, comment ça a fait son bout de chemin, quoi. Ok. Et justement, la question que tout le monde se pose, comment ton entourage a réagi face à cette nouvelle? Parce que tu as quand même fait de longues études. Ouais. J'imagine que le regard de tes proches, tes amis, même surtout ton entourage, donc tes parents, tu as parlé aussi à ta petite sœur. Ouais, petite sœur, ouais. Tu leur annonces ça, papa, maman, je me lance dans l'entrepreneuriat, ils t'ont pris pour un fou, non? Ouais. Ce podcast est autoproduit par notre agence YouChoose qui a une seule mission, révéler qui tu es. Au-delà d'être sœurs, nous sommes devenus associés et nous avons créé un écosystème alternatif au métro boulot dodo pour faire briller des personnes comme toi et moi. Que ce soit grâce à nos coachings qui te permettent de t'accompagner pour trouver ta voie et de faire ton rêve une réalité. Ou grâce à notre agence de photos et vidéos d'émotion, parce que derrière chaque personne se cache une histoire. Alors, bienvenue à toi, abonne-toi, commente, partage pour faire vivre cet écosystème. Compliqué, notamment parce que finalement, eux, ça leur paraît hyper obscur en fait. Ils voient pas du tout ce que c'est, on n'a pas du tout de proches qui font ça. Enfin, du côté de mon père, ça a toujours été la lignée, on va dire, des salariés. Donc pas que je dis ça de manière péjorative, mais qu'il n'y a pas eu d'entrepreneur, quoi. Exactement. Et du côté de mon père, mes grands-parents, c'était vraiment, ils ont toujours été locataires. Tu vois, gagner trop d'argent, c'est mal. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout la vision libéralisme que je prône maintenant, on va dire. Donc c'était là-dessus compliqué au départ. En fait, je leur en parle. Ma mère a été hyper admirative. Elle me dit, ouais, ok, ma soeur, ah ouais, mais de toute façon, moi j'ai toujours dit que tu serais un profil à ton compte. C'est plus du côté de mon père où c'était pas compliqué. Franchement, là-dessus, j'ai vraiment pas eu à me plaindre du côté de ma famille. Mais juste, il était plutôt en mode incompréhension, quoi. Pourquoi faire ça, etc. Je dis, parce que je me rends compte que moi, c'est vraiment, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est en fait un projet vraiment de vie. Pour moi, ça donne du sens à ta vie, de manière générale. Et puis voilà, être salarié, pas tellement kiffé, te dire que tu pourrais faire mieux en étant à ton compte et avoir une retraite de misère, pour moi c'est pas quelque chose qui me drive. Et j'en parlais avec mon père, je dis pour moi, tu vois, tu kiffes ton métier, t'as une belle vie, mais tu vois, on en parlait avec mon père une fois, il me dit putain, vivement la retraite, je dis mais tu vois, pour que t'en viennes à te dire ça, pour moi, t'as raté un truc. Ouais. Et là-dessus, il était pas forcément d'accord, mais je dis ouais, pour moi, quand tu dis ça, c'est que t'as raté quelque chose, entre guillemets. Donc c'est vraiment parti de là, mais au départ ouais c'était dur parce qu'en fait moi du coup mes parents m'ont beaucoup soutenu et ils me soutiennent encore, mais soutenir n'est pas comprendre. Et en fait t'es là, t'avances et personne comprend, vous voyez, personne. Donc c'est vraiment compliqué. Les potes, ils ont eu des réactions, on va dire, ça dépend beaucoup lesquels. Il y en a avec qui sont pas du tout entrepreneurs, avec qui je suis toujours très proche. Il y en a qui étaient plus en entrepreneuriat, avec qui je me suis beaucoup rapproché. Et t'en as certains que je vois plus. Non pas parce qu'on s'est engueulé ou quoi, mais d'un côté, je leur en veux pas parce que tu leur donnes une image de toi pendant des années. Et d'un coup, cette image, c'est pas que tu la broies, mais tu la modifies un peu parce que tu as des objectifs beaucoup plus grands. Et t'en as, ils s'y font, t'en as d'autres, ils s'y font pas parce qu'ils ont l'impression de plus fréquenter la même personne. Alors qu'en soi, j'ai pas tellement changé. Mais sur les objectifs, les ambitions, il y a beaucoup de choses qui changent à ce niveau-là. Et forcément, il y a des proches qui ont du mal à s'y faire. Donc là, ouais, compliqué. Et puis, tu te sens pas tellement compris, ça se voit, parce que tes parents, ils disent oui, mais si, je comprends. Et puis, parfois, quand après, tu vois, ils sont plus en société, ou quand c'est plus pour te demander, mais pourquoi tu bosses autant, non, tu te rends bien compte qu'ils essayent, mais qu'ils comprennent pas. Mais ma mère a été quand même, c'est plutôt ma mère qui a été vachement compréhensive, parce qu'elle a voulu monter un truc il y a longtemps. Okay. Et en fait, tous ses proches, même mon père, tous ses parents, ils lui ont mis des barrières en mode qu'elle n'y arriverait jamais, etc. Et ma mère, on en a beaucoup parlé, elle dit ouais, donc voilà, à cause d'eux, j'avais l'impression d'être une merde parce que je n'ai pas parlé aux bonnes personnes et donc j'ai rien fait, quoi. Et en fait, elle était hyper admirative de voir que moi, les gens disaient la même chose et que moi je disais oui, mais c'est bien, mais en fait, je vous informe juste de ce que je vais faire, je vous demande pas votre avis, quoi. Et ma mère, elle était là, mais t'as raison, c'est bien. Et quand elle voit tout ce que je
construit maintenant. Même mon père, au début, il était un peu forcément réticent. Mais quand on a pu faire un voyage d'affaires à New York, que je les ai emmenés, mon père me dit ouais, ok, c'est vraiment concret quoi ce qu'il fait. Et ça prend peut-être du temps, mais il va faire vraiment de très belles choses. Donc voilà, ça a été compliqué mais acceptable. C'est là que tes proches commencent à comprendre quand au début c'est une idée, on dit bon ok on va voir, et puis finalement quand ça devient vraiment concret et que tu leur montres, tu les amènes à New York, là effectivement tu dis waouh, ok, c'est pas juste des paroles, c'est pas juste une envie comme ça qui sort du chapeau. Exactement. Il gagne concrètement de l'argent grâce à ce qu'il fait, tu vois. Exactement. Et c'est pas quelqu'un qui lui donne, c'est lui qui crée cet argent, tu vois. Exactement, ouais. Et donc là maintenant ils sont plus hyper admiratifs. Mon père me le dit pas souvent, mais en fait je trouve que c'est même mieux comme ça. Il me le dit pas souvent à moi, mais il en parle beaucoup autour de lui. Il me dit ouais, mon fils là il fait des trucs de malade, et donc je trouve que c'est encore mieux parce que je trouve que c'est le vrai soutien à la limite. Donc parce qu'après certaines personnes me le répètent. Donc, bien sûr, donc c'est dans la vie. Tout se sait, surtout en Charente quoi. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile à mettre en place au tout début? Qu'est-ce qui a été vraiment le challenge le plus gros auquel vous avez... Parce qu'effectivement, on part d'une idée, il faut la réaliser. Vous êtes dans un secteur très, très niché avec une super idée. Est-ce que ça a été super simple de le mettre en place, ou est-ce que vous avez rencontré des difficultés, et même aussi, tu vois, genre c'est quelque chose c'est un univers que tu ne connais pas, complètement. Donc tu le découvres t'as vraiment le proverbe tu apprends en marchant, c'est vraiment le cas. C'est le cas, ouais. Comment tu l'as ressenti avec ton associé du coup, Yann? Comment étaient tes premiers pas? Les premiers pas étaient, les tout premiers étaient plutôt réussis. Les seconds, on va dire, ont été plus laborieux, dans le sens où finalement la création en tant que telle, vu qu'Yann avait le côté juridique, moi aussi, créer les statuts, etc., commencer à vendre, ça n'a pas été compliqué, on a trouvé les premiers clients rapidement, mais après tu te rends compte que pour survivre et quand tu veux aller loin et vraiment structurer la chose, il faut que tu t'alignes au marché. Et ça, je dirais que c'est ce qui a été difficile, s'aligner au marché. On a changé énormément de fois l'offre, que ce soit le produit, le prix, etc. Et c'est ça qui a été vraiment compliqué, et aussi de s'organiser, quoi, parce qu'en fait, et tu vois, on est toujours dans cette construction-là. Voilà, on commence à être, tu vois, bien, on sort tous les deux des salaires, mais on aimerait aller beaucoup plus loin. Mais au début, c'est dur, parce que comme je le disais, personne te comprend, et t'es toujours là quand tu vois, tu sais, tes potes, même s'ils kiffent pas leur quotidien, mais qui continuent de sortir, etc. Toi, tu restes jusqu'à 22-23 heures à beauté, et tu te dis, mais est-ce que je suis pas en train de louper ma vie, tu vois? Alors que c'est pas le cas, c'est que tu construis quelque chose de plus grand, et voilà. Puis je vais même pas dire sacrifice, parce que pour moi dans la vie il n'y a pas de sacrifice, il n'y a que des choix, donc tu sais, tu l'as choisi, mais ça reste des fois là-dessus compliqué. Donc je dirais finalement c'est peut-être pas ce qu'on évoquerait le plus souvent. Peut-être que vous attendiez à ce que je vous dise l'offre, le prix, etc. Mais ça, à chaque fois, on savait réaliser. C'est en termes de mindset où c'est vraiment pas facile au départ, je trouve. Ouais, où tu as vraiment l'impression que oui, tu fais le choix, toi, de rester jusqu'à 22h, 23h, pendant qu'effectivement les autres... 7 jours sur 7. Ouais, bien sûr. Je m'octroie des pauses, on va dire, je m'octroie des pauses le samedi. Et le dimanche, c'est là où j'écris les pauses des clients. Donc le dimanche, c'était à... En fait, et c'est là en fait où quand tu es entrepreneur, tu fais plus la différence des jours. Quand il y a des gens, ils me disent on peut dire là parce que c'est mercredi, etc. Mais tu sais, lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche. Je dis les jours fériés, et c'est là que tu te comprends. Moi, cette année, les jours fériés, je vais pas regarder quand ça tombait, parce que première année où tu t'en fous, en fait, tu fais même plus la différence. Aucun intérêt, quoi, les jours fériés. Comment est-ce qu'on trouve ses premiers clients et qu'on construit aussi son réseau quand on se lance comme ça Je dirais que c'est vraiment dosé, mais au départ, on va dire de se reposer sur ses propres forces. Genre au départ, forcément, vu que tu es en pleine construction de branding, d'image de marque, tu te fies beaucoup aux bouche à oreille. Donc nous, c'est simple, ma première cliente, ça a été mes employeurs quand j'étais en alternance. Ok, vu génial. que je faisais mon alternance en même temps. Parce que l'entreprise a débuté en février, on a vraiment commencé l'activité en mars, et moi j'ai terminé mon Master 2, donc mon alternance, le 23 août 2023. Je me souviens encore bien. Parce que c'était vraiment la fin des études, donc c'est une date qui m'a marqué. Et pour le coup, donc de mars à août, c'était compliqué, parce que pour le coup, c'est pour ça on était content des résultats, parce que du temps on a de bons résultats, alors qu'on n'a pas eu tellement le temps de développer, parce que moi il y avait l'alternance, les cours, le mémoire et la boîte, donc ça faisait beaucoup. Waouh. Voilà, ça faisait beaucoup. Et donc tu vois quand quand des personnes me disaient, tu vois, parce que mes parents ils ont toujours été là-dedans aussi fiers, mais ils disaient après t'as toujours eu des facilités, ça doit rouler. Je dis là c'est quand même chaud, quoi. Et c'est beaucoup de travail. Et donc là c'était chaud. C'était vraiment chaud, mais si bien qu'en fait ça a été surtout cours, alternance et boîte. Le mémoire ça a été, je l'ai fait vraiment qu'à la fin. J'avais déjà le sujet, la thématique. Moi j'ai toujours là-dessus été
c'est peut-être ça finalement qui a été, on va dire, peut-être mes premiers pas dans le fait que j'allais faire de l'entrepreneuriat. C'est que moi, mes parents étaient très peu petits, puisque mon père faisait des horaires pas faciles, et ma mère refaisait une formation quand j'étais en CE2, CM1. Donc vers le CE2, CM1, j'ai dû faire mes devoirs tout seul, j'ai dû faire les devoirs de ma sœur. Donc c'est des trucs, ça t'apprend en fait à être plus autonome. Donc moi, vraiment, pour les cours, par exemple, mais que ce soit au lycée, au collège, aux licences, moi, par exemple, les cours d'AP, ça me faisait chier, mais j'ai besoin de personne pour me dire comment travailler. Je fais moi et ça marche, donc foutez-moi la paix. Je trouvais ça con que ce soit obligatoire. C'était pas de l'arrogance, mais je dis, moi, j'estime ne pas en avoir besoin. J'aimerais bien faire autre chose de ces heures, quoi. Et du coup, à la fac, donc l'organisation, ça a toujours été mon fort. Donc, pour trouver mon sujet de mémoire, normalement, tu le fais avec ton employeur. Je leur ai envoyé aucun mail, je leur ai juste envoyé le mémoire à la fin. Mais t'as pas besoin d'aide? Je dis, non, ça va, merci. Voilà le mémoire, merci, au revoir. Voilà. Et puis, je m'en sortais avec 14, donc pas trop mal en master 2. Bravo. Voilà. Là, on retrouve le bon élève de la primaire. C'est ça, ouais, exactement. Quels sont les types, Joris, qui t'ont aidé ou qui t'aident encore à l'heure actuelle et que tu souhaites partager aujourd'hui avec les personnes? Vraiment, peu importe, vraiment tous les tips qui t'ont aidé. Moi, je dirais que c'est vraiment là-dessus, finalement, être ultra optimiste. En vrai, ça paraît con, hein, dit comme ça, mais ce qui aide vraiment quand tu es lancé dans une machine où tu veux créer de grandes choses, où tu es au départ, où c'est pas facile, tu es toujours hyper optimiste. C'est Yann qui dit ça, c'est croire en l'avenir, quoi. Genre là, tu fais ça, mais ça va payer. Et genre, quand tu as une mauvaise nouvelle, attends, c'est pas grave. En fait, c'est Guillaume Boubèche, un entrepreneur que j'adore, qui disait ça dans un podcast. Il racontait en fait une histoire pour montrer qu'il ne faut pas tellement prendre mal tous les événements qui arrivent. En fait, il raconte l'histoire d'un gars, si tu veux, il est fermier, il a un fils, ils sont tous les deux fermiers. Et genre, tu vois, premier jour où il débute la ferme, son cheval, tu vois, mais qu'il utilisait fréquemment pour se déplacer, etc. Mais il a une maladie, il meurt. Tout le village qui vient le voir, il dit putain, t'as pas de chance. Il dit ouais, peut-être. Et en fait, le lendemain, t'as des chevaux sauvages qui arrivent et qui se sentent bien, tu vois, dans les tabliers qu'il avait bien en place et qui restent. Du coup, les villageois reviennent le voir, ils disent putain, mais t'as trop de chance. Ouais, peut-être. Le lendemain, le fils, il va ramasser du bois et il se tord la jambe, mais genre l'os qui sort, tu vois, et tout. Donc les villageois, mais en fait, non, t'as pas de chance. Peut-être. Et le surlendemain, t'as des militaires, puisque le pays est en guerre, qui viennent, tu vois, recruter des soldats, et puis ils voient le fils avec l'os qui sort. Ouais, en fait, toi, on va pas te prendre. Et du coup, le village revient le voir, oh, mais en fait, t'es trop chanceux. Peut-être. Et en fait, je trouve que la morale de cette histoire qu'il avait racontée, elle est très belle, parce qu'en fait, ça démontre bien que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tu sais pas comment ça va impacter ton futur. Donc il faut pas prendre les choses d'une manière, parce que finalement, c'est des choses que tu ne contrôles pas. Par contre, ce que tu contrôles, c'est ta réaction sur ces événements. Donc tout ce qui m'arrive maintenant, je le prends pas comme étant des bonnes choses ou des mauvaises choses, je le prends juste comme des choses qui m'arrivent, et c'est à moi après de voir réellement ce que j'en fais. Et je dirais que c'est vraiment ça. Parce qu'au-delà de donner vraiment des conseils purement business, déjà si l'état d'esprit là-dessus est bien régulé, après tu vas pouvoir vraiment, selon moi, aller loin. Il suffit de réadapter sur ton business, mais vraiment garder cet état d'esprit optimiste, et que de toute façon, tout ce que tu fais, voilà, il y a toujours des répercussions. L'effet cumulé, on le sous-estime beaucoup trop. Hein. Et on a beau le dire, tu entends ça partout dans les podcasts, mais on continue de le sous-estimer. Mais si on le dit partout, c'est peut-être parce que c'est vrai. Et je trouve que la phrase qui résume bien la chose, c'est qu'on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Complètement d'accord. Voilà, vraiment c'est super aligné. Le meilleur type que je pourrais donner, je pense. Je pense qu'il va aider plusieurs personnes. Tu nous as parlé plusieurs fois de Yann. Ouais, c'est vrai. Qui est effectivement ton associé, donc, que tu as rencontré sur les bancs de la fac. C'est ça, dans le même groupe de TD. Voilà. C'est super important aujourd'hui de s'associer. C'est simple, mais de s'associer avec la bonne personne, c'est plus compliqué. Tout à fait. Dans la même continuité de quels sont les conseils, ou en tout cas, qu'est-ce que pour toi, il est important de regarder lorsqu'on s'associe avec une personne, parce que là, on ne parle pas de juste bien s'entendre avec une personne dans la vie. Le travail et le perso sont 2 choses différentes. Enfin, moi, je pourrais travailler... j'adore des personnes dans mon entourage, mais je ne pourrais jamais travailler avec elles. Exactement. Aujourd'hui, j'ai fait le magnifique choix de travailler avec ma sœur, mais pas parce que c'est ma sœur, parce qu'on a des complémentarités, etc.
quels est pour toi, du coup, les points qui sont super importants lorsqu'on s'associe à une personne? Je pense que c'est déjà important de base, alors là tout le monde va pas être d'accord, mais pour moi de connaître la personne tout de même de base. S'il y en a, ils font des associations avec des personnes qui connaissent peu et ils apprennent à les connaître avec le temps. Ça peut marcher, hein, mais il faut vraiment quand même sonder un peu le profil avant. Pour moi, c'est hyper important d'avoir la rigueur et surtout par rapport aussi à ton feeling au départ. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute, hein, tu le fais pas. Moi, avec Yann, en fait, on s'entendait bien, on était aussi hyper complémentaires et je me suis dit que ça pouvait être une force parce que là-dessus, on est très différents sur pas mal de choses. Moi, je vais être, on va dire, beaucoup plus à innover, à créer. Lui va être beaucoup plus dans la structuration et va beaucoup plus penser long terme, alors que moi, je vais être sur les objectifs court terme. Et même si je pense aussi beaucoup long terme, mais je veux dire dans notre approche et dans ce qu'on fait, lui là il pense, tu vois, déjà qu'on va avoir le groupe, il dit il faut que tout qu'on régule pour, je dis ouais, je dis attends, je dis là on fait du cash avec ça d'abord, puis ensuite on régulera. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait c'est ça aussi, c'est finalement prendre une personne différente aussi. Et ce qui fait que ça marche, parce qu'en fait c'était Ray Kroc, je crois qu'il disait ça, le fondateur de McDonald's, il disait si deux personnes dans une boîte sont les mêmes personnes, ont à chaque fois la même opinion et font la même chose, il y en a une des deux qui est inutile. Exactement. Et c'est vraiment ça. Et donc avec Yann, ça a été, et pourtant des fois on n'est pas d'accord et des fois on se frite, hein, pas plus tard que ce matin par message par exemple. La base. Voilà, c'est ça. Ça annonce une bonne journée, ça. C'est ça. Où on n'était pas d'accord notamment sur un point. Mais tu vois, après ça se régule parce qu'en fait ce qui est hyper important, c'est on a l'impression que tu sais quand il y a des associés qui se séparent, je vais prendre là le cas qui est le plus médiatisé en ce moment, c'est notamment, vous savez, avec The Family, l'ancienne de l'entreprise d'Oussama Hamar avec ses associés. Je crois que c'est Alice Zaguri et puis Nicolas, je ne sais plus son nom. Et en fait, je pense que moi, toute association qui vrille, si on dit toujours raison économique, raison machin, non, en vrai, toute association qui vrille, c'est des raisons d'ego. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et à partir du moment où tu sais, toi, mettre ton ego de côté, et où tu trouves une personne où tu vois qu'elle sait aussi mettre son ego de côté, ça va fonctionner. Parce que nous, on est à 50-50. Hein. C'est-à-dire que s'il y en a un qui n'est pas d'accord sur une décision, on est bloqué. Il faut que les deux soient d'accord. Il ne faut pas qu'un, peut-être, c'est pas si à 51-49, j'ai 51, ben là, je pense qu'il faut faire ça. Donc, toi, tu penses pas, mais je tranche. Là, on peut pas possible. On avait fait un pacte d'associés en plus pour que ce soit réellement 50-50. Donc, on est obligé d'être d'accord. Pour avancer. Sinon on est bloqué. Et même si des fois on était là où lui, forcément des fois je comprenais pas trop, je dis attends, il faudrait que tu te mettes plus à fond. Et puis lui des fois il comprenait pas trop non plus mes réactions sur certains points. Quand tu sais mettre ton ego de côté, t'apprends à écouter l'autre et tu pratiques ce que j'appelle, tu vois, la communication non violente. C'est-à-dire quand tu parles avec quelqu'un, tu pars pas du principe qu'il y a des faits, tu pars du principe qu'il y a juste des ressentis. Alors moi je te dis ça, mais c'est pas les faits, c'est pas la vérité, je te dis juste ce que je ressens. Et t'apprends, et parce que peut-être que des fois tu dis quelque chose à quelqu'un, genre typiquement, non, là t'as été bête de faire ça, et peut-être que toi tu l'as dit dans le sens, non, attends, tu devais pas faire comme ça, je te donne un conseil pour t'améliorer. Et donc toi tu le ressentais comme ça, mais la personne a peut-être ressenti de toute manière, en mode ouais, il vient de dire que j'étais une merde, etc. Alors que c'est pas du tout ce que tu voulais dire. Et toi, c'est juste que tu as été maladroit. Et donc, c'est hyper important là-dessus pour moi, quand tu sélectionnes ton associé, de toi savoir mettre ton ego de côté. Et tu sais que lui aussi, quand tu te lances avec lui, fera la même chose. Et à partir de là, une association, pour moi, ça vrille pas. Est-ce qu'il y a eu des petites remises en question récemment ou au début de votre boîte? Est-ce que c'est vraiment... Enfin, quand on entreprend à un si jeune âge, au final, aujourd'hui, tu as quel âge, Joris? J'ai 24 ans. T'as 24 ans. Yann aussi? Ouais. Et de janvier 2000, tu te février 2000. On est en Au moins comme ça, c'est simple. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu des petites remises en question ou des grandes remises en question même, ou comment ça se passe? Bien sûr, il y en a eu. Hein. Je pense que d'ailleurs c'est hyper important dans toute boîte, celui qui dit ouais non, moi j'étais toujours sûr, j'avais de remise en question. Pour moi il ment. Il y a même s'il l'a pas explicité, il l'a forcément déjà pensé. Et moi je l'ai déjà pensé plusieurs fois. C'est plus du tout le cas maintenant, donc c'était plus au début où il y a encore 6 mois. Hein. Il y a 6 mois par contre il y en a eu une grosse remise où je disais à Yann, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un autre business entre temps? Est-ce qu'on n'arrêterait pas celui-là? Parce que la niche, même si on a des clients, c'est difficile, etc. Donc c'est beaucoup partie de moi pour le coup, pas forcément de Yann. Il me disait non, attends, on n'a pas fait tout ça pour rien, on est en train de construire, ça va payer, puis il avait raison au final. Mais il y a eu une grosse remise en question et le but c'est justement d'être optimiste, d'y croire et de me dire c'est dur, mais je sais pourquoi je le fais. À aucun moment tu te dis j'arrête? Et ça m'a vraiment traversé l'esprit une fois pendant 20 il y a 6 mois. En fait, sachant que c'est peut-être, mais là je pose vraiment la question naïvement, mais de se dire ce que tu disais avant,
j'ai 24 ans, je suis peut-être en train de louper ma vie, ma jeunesse, entre guillemets. C'est ça. Pourquoi j'essaierais pas un an de salariat et après je reviens ou... Ouais, exactement. Ça a été beaucoup cette thématique-là qui est revenue, où je me disais, je pourrais peut-être... et en vrai, je me suis dit, en fait, et puis Yann a réussi, tu vois, là-dessus à me convaincre. Et je disais, ouais, mais je pense que le chemin est difficile et je pense que c'est le bon chemin. Et quand je voyais des potes qui se plaignent de tout, qui n'arrivent pas à être optimistes dans la vie, je disais, ouais, non, c'est compliqué, mais c'est ça que je dois faire. Et je me dis, même si un jour, tu vois, c'est plus compliqué, ou alors je veux changer l'offre, tu vois, comme on l'a fait là, même si on a toujours nos premiers services qu'on met à disposition. Même si tu vois ça prend du temps, je bosserai avec le réseau que je me suis créé à côté, mais je dis il est hors de question que je dis non, je peux pas en fait. Et tu te rends compte que, et c'est pas un caprice ou quoi, c'est que tu te rends compte que t'es fait pour ça ou t'es pas fait pour ça, entre guillemets. Parce que là je suis peut-être un peu maladroit, parce que pour moi il n'y a pas d'être fait pour ça ou ne pas être fait pour ça, mais tu te rends compte que t'es prêt à être vraiment là-dedans, à faire les choix pour, ou tu n'es pas prêt. Et moi en l'occurrence je me suis rendu compte que j'étais vraiment prêt et que non, retourner avec quelqu'un des fois que j'estime moins compétent que moi, qui me donne des ans où t'es là, où tu t'avances pas, etc. Ouais, non, aujourd'hui je peux pas. Ouais, c'est ça, c'est juste être super clair, lucide. Qu'est-ce que je suis prêt à faire ou pas faire? Qu'est-ce qui est fait pour moi ou pas, selon mon caractère, selon mes envies, selon les choix que j'ai envie de faire dans ma vie, tu vois. Mais complètement. Et là, on est vraiment là-dedans, puisque là, vraiment, je suis dans l'entrepreneuriat vraiment de manière globale, où maintenant, on crée plusieurs services, où j'ai créé quand même un gros réseau, et où je vais commencer l'immobilier cette année, tu vois. Alors justement, où est-ce que tu en es aujourd'hui, concrètement, dans toutes tes activités? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, il y a une société officielle qui s'appelle du coup Ligma Agency, où donc on fait les prestats de stratégie digitale pour assureurs, professionnels réglementés et entrepreneurs. Et toujours dans cette même boîte, on a lancé un accompagnement en gestion d'affaires, où vous le savez déjà pour le coup. Et donc parce qu'on avait vraiment cette envie d'aider les entrepreneurs et on voyait, on avait déjà parlé qu'au niveau des formations, il y a des formations sur le marché qui sont vraiment ultra quali, mais il manque toujours ce côté juridique. Je trouve que des fois certains vendeurs de formation, ils oublient que les personnes qui entreprennent et qui prennent leur formation commencent juste, et que le juridique, tu peux pas faire n'importe quoi, parce que c'est pas que ça va te coûter un peu d'argent comme on l'entend, c'est que ça te nique ta boîte. Voilà, tu déposes le bilan et puis point barre. Quand tu oublies de payer la TVA pendant 2 ans, ah ouais, ça me coûtait cher. Non, ça va pas te coûter cher, ton activité c'est ciao quoi. Tu vois, c'est différent, on rigole pas. Et on voulait vraiment créer un accompagnement, mais en mettant beaucoup plus en avant ceci, en étant beaucoup plus vraiment en pensant pas seulement les personnes à les aider à faire plus de cash, mais aussi à structurer pour rester sur le long terme. Parce que tu peux faire beaucoup de cash et c'est cool, mais c'est pour que ça dure 1 an. Je trouve que c'est mieux d'en chier un peu plus au départ, mais vraiment que l'activité elle soit pérennisée pour 10-20 ans. Et saine quoi. Et saine. Tout à fait, comme ça tu sais que t'as beau être entrepreneur, c'est quand même un luxe de te dire que t'es entrepreneur et que tu vois, t'as pas de souci après à dormir la nuit parce que tout est sain, qu'il n'y a pas de problème, que c'est bien structuré, bien géré. Et c'était ça qui était vraiment important. Du coup, il y a ça. Et puis à côté du réseau que je me suis créé, j'ai commencé à investir en immobilier. Je vais pas faire de SCI tout de suite à titre personnel, mais voilà, j'ai déjà commencé à repérer plusieurs biens, à voir comment on fait pour retaper, pour les mettre en location courte durée, que ce soit aussi rentable en longue durée. Donc je commence à explorer ce monde-là parce que pour moi c'est vraiment c'est le truc qui est indémodable, qui te permet de te sortir un revenu récurrent. Donc quand tu as des gros projets que tu veux, typiquement, même si on peut se rémunérer maintenant, que tu veux lancer un autre business, que tu veux investir de l'argent, tu peux dire attends, là ce mois-ci pour lancer le projet, j'arrête de me rémunérer pendant 2-3 mois, c'est pas grave, j'ai des revenus qui tombent ou autre. Et tu deviens vraiment plus du tout dépendant. Et pour moi, c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est pas uniquement du business, c'est une manière de vivre et de penser. C'est bien que tu le précises, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de façons de faire de l'entrepreneuriat et c'est quelque chose qu'on commence à voir immerger, mais qui est encore... Au tout début, je trouve, c'est que c'est comme dans le salariat, c'est-à-dire qu'on veut mettre les personnes absolument dans des cases et donc même en tant qu'entrepreneur, on veut, la société, pour la majorité, souhaite te mettre dans une case, donc c'est-à-dire tu lances un projet, en fait tu fais que ce projet-là, alors que on peut être touche à tout et on peut toucher plusieurs domaines différents quoi. Complètement, parce que tu vois, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui vont te dire, tu vois, sur des shorts YouTube, faut rester focus, les gars, c'est important, et tu en as plein d'autres qui vont dire, moi, je m'épanouis dans la diversité, etc. Donc en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais conseils, il n'y a que par rapport à toi, comment tu vois les choses. Si tu sens que tu as besoin de rester focus pendant un temps sur reste focus comme on l'a fait, mais si tu sens que là tu peux prendre du temps pour déployer sur autre chose, et mettre des postes sur autre chose. Mais te dis pas parce que tel entrepreneur a dit qu'il fallait pas le faire que tu le fais pas. Il faut, je pense, suivre, tu vois, les bons conseils.
Mais il y a des fois, il faut aussi savoir s'écouter. Je pense qu'il faut arriver à faire les deux. Parce que par contre, si tu fais rendre la main dans une boîte et que tu as un grand entrepreneur qui vient t'apporter un conseil, tu devrais essayer de structurer comme ça. Ouais, ben là, tu te dis, je fais de la main, il a peut-être raison. Oui. Mais des fois, tu vois, sur quand c'est lié à être focus ou pas, ça, pour moi, c'est vraiment personnel à chacun. Pour moi, tu peux être focus. Bon, il faut pas en avoir 15, bien sûr. Mais en ayant 2-3 projets et vraiment en étant bien organisé, tu peux, quand tu as réussi à pérenniser déjà une activité, arriver à être focus et à faire de belles choses, quoi. Ok, donc plein de projets à venir. C'est ça. Es-tu prêt, Joris? On va jouer au jeu de la saison 2. Oh, ouais. Allez, j'ai hâte de savoir. Mythe ou réalité? Ok. Il est de retour. Ouais, Ah, il est de super. On a retour. plein de questions par rapport du coup, à ton activité, par rapport à toi aussi. Et donc, je dois trancher mythe ou réalité? C'est ça Exactement. Ok. Mythe ou réalité. Ah, j'adore c'est aussi Et ce genre de jeu. Ouais. soit t'argumentes ou pas, enfin ça dépend vraiment. Ouais, sujet comme tu veux. Ok. Voilà, c'est vraiment libre à toi. Je t'en prie, ma sœur. Mythe ou réalité, tu as une morning routine? Réalité, ouais. Je pense que Ok. c'est hyper important, rien que pour arriver à structurer. Moi, personnellement, tu vois, j'ai un calendrier et en fait, la veille, je mets tout ce que je vais faire dans ma journée. Parce qu'en fait, ça t'aide, et c'est même pas parce que les autres le font ou c'est un caprice ou quoi, c'est que ça t'aide vraiment, genre, bon, ok, attends, là j'ai plein de trucs à faire, du coup là j'enchaîne par quoi? Bah là non, tu sais, tu perds pas du temps à te poser la question, t'as plein de trucs à faire, mais tu dis, ok, à 8h j'ai noté ça, à 9h j'ai noté ça, ok, j'y vais. Mais il y a des fois où tu vois, je me réadapte, mais c'est surtout le matin, où ça va être, tu vois, ou la douche, faire du sport le matin, tu vois, pour moi c'est l'indémodable, pour moi le sport c'est hyper important, j'en ai toujours fait. Ouais. Je cours beaucoup Ouais. et je faisais des arts martiaux quand j'étais plus jeune. Là, je cours surtout. Et pour moi, c'est hyper important parce que ça me fait du bien. Je trouve que ça te permet de faire fonctionner autre chose que tes méninges. Et ça te fait beaucoup de bien. Ça fait plaisir. Mais donc voilà, mais vraiment, pour moi, c'est important. C'est sûr d'organiser sa journée surtout. Par rapport à ce que tu vas faire, elle peut être différente de jour après jour. Et pour moi, l'organiser, c'est important. Ouais. Ok. Ok, mythe ou réalité, tu travailles tous les jours, même pendant tes vacances? Réalité. Enfin, ça dépend. Je pense plus réalité parce que pour moi, je pense qu'il faut vraiment arriver à un peu, tu vois, à souffler. C'est hyper important pour bien repartir. Mais en vrai, même quand tu souffles, je regarde toujours mes mails, je réponds toujours à des clients parce que pour moi, c'est même pas travailler ça. Ouais. Quand tu regardes J'ai juste quand des même mails. toujours l'application LinkedIn un peu ouverte. Ah, ouais, toujours. Un peu, Ouais, toujours. petit commentaire. T'en as, ils sont addicts de TikTok. Moi, je suis addict de LinkedIn. Ouais. Par contre, bon, après, tu trouves beaucoup de choses intéressantes. Mais il y a des fois, j'arrive à couper. Mais tu vois, le soir, je vais quand même regarder mes mails. Je peux arriver à couper une matinée ou une après-midi entière quand t'es en vacances, mais une journée entière, genre de 7h à 23h. Pas du tout regarder, pas du tout répondre à des gens. C'est pas possible. Ouais, impossible, quoi. Mythe ou réalité, tu veux péter le million avant 30 ans? Let's go! Ouais, réalité, ouais, faut être honnête. Ouais, franchement, ouais. C'était un. Dans 6 ans, quoi. Ouais, en plus, c'est vraiment le but que je me suis donné. Alors après, bien articulé, c'est pas juste me dire ouais, je vais le faire parce que c'est stylé de le dire. Ouais. Vraiment, en mettant un plan d'action en place, ce serait plus. Alors, pas le million en cash, peut-être pas, même si c'est aussi un objectif en vrai, avant 30 ans, le million en cash, mais déjà le million en patrimoine, ouais. Arriver à vraiment parce que pour moi, avec les bons réseaux, les bons investissements et le bon focus sur son business, je pense que c'est possible. C'est aussi, donc ouais, c'est une réalité, c'est un objectif. Et d'un côté, je me dis toujours, comme disait Oscar Wilde, vise la lune, comme ça au pire, t'atterris dans les étoiles, quoi. Ouais. Parce qu'au pire, je me dis, si tu vises vraiment le million et que tu penses à tes objectifs, à tes OKR, donc court terme, comme ça, tous les jours, bah même si tu l'atteins pas, t'en seras pas très loin, en vrai. Et donc, ouais, c'est un objectif, ouais. Mythe ou réalité, t'as pas d'équilibre vie pro, vie perso quand t'es entrepreneur? Ça dépend comment on voit la chose. Là c'est compliqué de trancher mythe ou réalité. Je dirais ça dépend. Moi, si je suis honnête, j'ai l'impression que ouais, en ce moment, c'est compliqué en entrepreneur d'avoir ton équilibre parce que tu l'as toujours, t'as toujours l'entrepreneuriat avec toi, quoi. Exactement. Mais d'un côté, je trouve que c'est dommage d'avoir toujours. Et pourtant, alors là, opinion très impopulaire que je vais sortir, puisque la majorité des gens, 99%, sont jamais d'accord avec moi. Mais je trouve ça dommage de toujours scinder sa vie, vie perso, vie pro. Pour moi, on n'a pas de vie perso, de vie pro. Pour moi, on a une vie, en fait, tout simplement. Et donc, au bout d'un moment, c'est des choix que tu fais. Et donc, pour moi, passer plus de temps dans tes activités et moins de temps avec tes potes, entre guillemets, c'est surtout un choix de vie. Et après, tu vois, tes potes, quand tu les vois toujours le soir au restaurant, tu vois, par exemple, là, en ce moment, ça m'empêche pas, tu vois, je suis à fond sur mes activités, ça m'empêche pas de regarder des matchs de l'Euro avec des potes. Donc, pour moi, je dirais que si tu prends vraiment l'équilibre 50-50, je l'ai pas. Mais selon moi, je suis quand même bien. J'aimerais après arriver à stabiliser encore plus. Mais pour moi, tu as surtout une vie. Donc,
Moi, quand tu kiffes vraiment ce que tu fais, pour moi, tu vois, je vais à des rendez-vous, etc. Mais je travaille pas tellement. Donc, est-ce que je suis trop dans ma vie pro, vu que j'ai pas tellement l'impression de travailler, même si je travaille beaucoup, pas vraiment. Et en vrai, quand tu as la chance de travailler à distance en plus, tu peux plus facilement concilier les deux. Quand j'étais à New York, bon, j'ai pas trop dormi, c'est pas bien. Mais le truc, c'est que vu qu'on était en décalage, je pouvais travailler tard le soir et la journée, je pouvais profiter, tu vois. Ouais, non, trop bien, trop bien. Donc moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Mythe ou réalité, tu as fait un tri dans ton entourage depuis que tu t'es lancé? Ouais, putain, j'ai pas envie de dire réalité à chaque fois, mais en vrai. Je dirais que c'est quand même un mythe dans le sens où on le voit, où on dit ouais, tu parles plus à 95% de ton entourage. Non, c'est pas ça. Tu vois beaucoup moins 95% de ton entourage. C'est très différent. Et t'as des gens du coup qui s'y font et t'as des gens qui ne s'y font pas. Donc en vrai, il n'y a pas non plus énormément de personnes à qui j'ai arrêté de parler, du moins les personnes que je considérais comme étant vraiment amis, proches, mais il y a beaucoup de potes que je vois plus parce qu'ils ont du mal à comprendre. Donc d'un côté c'est vrai, parce que oui, tu fais forcément un tri quand tu as des objectifs et que tu veux vraiment avancer, mais d'un autre côté mythe, parce que c'est pas non plus le tri grandiloquent qu'on entend partout, où 99% des gens t'arrêtent de leur parler. C'est quelques personnes effectivement, mais j'ai des personnes qui sont pas dans l'entrepreneuriat, dont un de mes meilleurs amis par exemple qui s'appelle Hugo, que je salue d'ailleurs, que je vois ce soir. Hey si tu laisses faire là. C'est ça, parce que je sais qu'il regardera sans doute. Et pour le coup, tu vois, il est pas du tout là-dedans, il est pas du tout sur l'entrepreneuriat, mais il est hyper admiratif de ce que je fais et on est toujours autant proche, on se voit toujours autant. Donc voilà, faut pas non plus tomber là-dedans en mode tous ceux qui font pas ça, tu peux plus travailler avec eux. T'as des gens qui sont pas du tout entrepreneurs et qui te comprennent quand même totalement et avec qui tu restes très proche et t'as des belles discussions. Et il y a des gens qui comprennent pas. Donc entre les deux, oui, tu fais du tri parce que quand tu veux avancer et que tu as des gens qui sont vraiment, qui sont plus dans la négativité, forcément au bout d'un moment, ce tri, de toute façon, si tu le fais pas maintenant, tu le feras à 40 ans, donc tu en as pris conscience maintenant, autant le faire maintenant. Voilà, c'est clair. Mais après, c'est pas non plus un tri. Toi, c'est fini. C'est pas pour dire je fais un tri, non, c'est qu'il y a des gens, tu vois, ça matche plus et t'arrêtes de les voir, ça se fait naturellement. Mais ouais, non, faut pas exagérer la chose non plus. Ok, dernière question, je reste de ce petit jeu. Mythe ou réalité, tu veux t'installer à Dubaï? Mythe. Allez, là, il n'y a pas eu des mais je suis content de faire quand même un mythe, tu vois. Mais mythe parce que, alors, je vous aurais pas dit la même chose il y a 8 mois, donc c'est pour ça que c'est assez rigolo. D'un côté où ça me drivait finalement vachement, parce que moi j'étais hyper fan des entrepreneurs type Yomi, Oussama, Alec Henry, mais tu vois, des entrepreneurs que je suis toujours. Bon, Alec Henry maintenant je suis beaucoup plus proche de lui, on va dire, sans non plus être son pote, mais tu vois, j'ai pu le rencontrer, etc. Donc c'est plus maintenant entrepreneur que je suis plutôt que quelqu'un que tu suis ou t'es un peu fan, tu vois. Mais pour le coup, c'est en fait j'idéalisais vachement la chose parce que forcément des entrepreneurs justement qui font beaucoup de formations en ligne, ils mettaient ça énormément en avant, mais après je les comprends, vu que forcément eux, il faut pour faire acheter leur formation, il faut montrer qu'ils ont bien réussi, qu'ils ont une belle vie, ils mettent en avant tous les bons côtés de là où ils habitent, que ce soit Dubaï ou d'autres pays, et c'est normal. Mais en vrai, là j'ai eu un pote entrepreneur qui va rentrer dans notre accompagnement d'ailleurs aussi, et qui revient de Dubaï. D'accord. Il y a été 3-4 jours. Et il m'a dit des trucs, bon déjà j'avais quand même beaucoup moins l'envie d'y aller, parce que je me disais ouais non, moi je serais plus, on dit que le nouveau rêve américain c'est Dubaï, donc moi le rêve américain c'est le rêve américain, moi je me vois plus États-Unis, Canada. Et là en vrai, parce que en fait tu te dis il y a des opportunités partout, et il m'a dit mais en fait c'est pas forcément vrai, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se connaissent déjà, donc qui restent dans leur coin, tu peux pas parler à quelqu'un comme aux États-Unis, puisqu'il avait été aux États-Unis aussi, où là c'est vrai qu'à New York j'ai beaucoup ressenti ça, où moi à Wall Street j'étais parlé juste à un gars, bonjour, moi je visite, je suis entrepreneur, vous faites quoi? Et le gars m'a vraiment parlé quoi. Ah chouette et tout. Il m'a pas dit non, laisse-moi travailler quoi. Alors qu'apparemment à Dubaï ils sont beaucoup plus comme ça. Pas tout le monde, Je pense qu'il y a des gens qui sont quand même ouverts quand tu viens de leur parler. Mais t'en as quand même, de ce que j'entendais, c'était quand même compliqué, parce qu'ils sont dans leur, pas forcément, et c'est pas qu'ils veulent pas te parler, mais ils sont dans leur cercle, donc ils viennent pas te parler. Et puis en vrai, il y a que le centre-ville qui est beau. Je dis ah ouais, et je lui disais tu sors du centre-ville, il me dit non, c'est même pas que tu sors, c'est que tu fais 2 km. Tu vois genre des Pakistanais qui arrivent dans un bus avec 15 places où ils sont 30 pour tout construire, donc et tu te rends compte que l'économie est vachement utilisée pour du blanchiment quand même, pas pour tout le monde, mais pour certains, parce que certains, tu vois, du coup l'immobilier se développe. Et là où ça peut être intéressant, mais y vivre, mais non, par contre je me vois bien vivre aux États-Unis ou au Canada, tu vois, plus tard, même si j'aime bien la France, parce que la France, le American Dream. c'est ça,
Parce que la France, on est quand même. Je vivrais toujours, tu vois, en France, mais ce serait plus, tu vois, être 6 mois ailleurs, mais genre du coup, pas forcément Dubaï, mais États-Unis, Canada, et 6 mois, genre en France. Le rêve ultime, quoi. C'est ça, mais parce que, mine de rien, et pas tellement la fiscalité, parce qu'en vrai, en France, on est énormément taxé, mais pour avoir fait des études de droit, ce que les gens oublient, c'est qu'on est énormément taxé, mais on peut faire des montages financiers légaux hyper facilement. Donc tu vois, il y a quand même beaucoup d'avantages. Et on peut utiliser le levier financier, ce que tu peux pas faire aux États-Unis. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages. Tu vois, pour l'immobilier, quelqu'un qui part de rien peut devenir riche grâce à l'immobilier demain, parce qu'il peut utiliser le levier financier. Aux États-Unis, tu vois, il faut minimum 50% d'apport dans tous les cas. Donc t'as pas d'argent, tu peux pas. Donc il y a quand même des avantages qu'il faut pas oublier. Donc moi, tu vois, je serais plus 6 mois, mais Dubaï, j'aimerais y aller une semaine pour vivre, parce qu'apparemment c'est quand même très beau, le centre-ville. Par curiosité. Et pour me faire aussi mon propre avis, parce que ça va peut-être changer, mais en vrai, là, y vivre, bon, définitivement, non. Mythe, quoi. Voilà, c'est ça. Il nous reste 2 questions. Ok. Quel conseil donnerais-tu à la jeune génération qui souhaite se lancer et pas forcément passer par les cases traditionnelles? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais surtout une chose. N'écoutez pas ceux qui ne sont pas là où vous voulez être. C'est vraiment la chose que je leur dirais. La première, parce que en fait, au départ, tu écoutes beaucoup de personnes, forcément de ton entourage, des personnes plus âgées, donc qui sont soi-disant plus sachants, alors que c'est pas forcément vrai. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui sont pas intéressants et des jeunes qui sont très intéressants, et à l'inversement, beaucoup de personnes plus âgées qui sont très intéressantes et d'autres qui sont pas intéressantes du tout. Donc ça dépend vraiment des personnes. Et je dirais surtout, oui finalement, puisqu'il y a ce fait d'entreprendre jeune, on va beaucoup te dire non, travaille avant, etc. Mais est-ce que la personne qui te dit ça, elle est là où tu veux être? Est-ce qu'elle fait ce que tu fais? Non. Demande plutôt conseil à quelqu'un qui fait ce que tu fais. Ou là, il te dira, ouais, dans cette activité-là, tu peux y aller. Ou là, t'es très jeune, mais tu peux te lancer là. Mais là, attention. Ou là, il va plus te donner des conseils. Parce que je trouve qu'en France, quand on dit j'ai un gros projet, on est trop vite dans le non, tu vas te foirer, ne le fais pas. On va trop vite là-dedans. C'est pour ça que moi en France, tu vois, si je me dis que j'aimerais quitter des fois la France, c'est pas tellement pour des raisons fiscales, puis comme je disais, t'as des moyens optimisés. Moi, c'est le mindset qui me saoule. Hein. Les gens, je trouve en France, pas tous, hein, preuve, mais ça reste quand même je trouve des exceptions. Tu sais, on dit beaucoup qu'avec ce qu'on voit sur YouTube, que l'entrepreneuriat se démocratise beaucoup. Et j'avais cette impression-là quand je me suis lancé. Mais en vrai, oui, sur les réseaux, ça se démocratise beaucoup, mais dans la vraie vie, tu te rends compte que ça reste une bulle. Hein. Voilà, ça reste une sphère, et quand tu sors de la sphère, les gens, ils te prennent un peu pour... Bon alors au départ tu fais des posts sur LinkedIn, ils disent oh, c'est marrant etc, ils te prennent un peu pour un clou, après tu gagnes un peu d'argent, ils disent putain en fait c'est un génie, ça c'est marrant. Et puis c'est marrant parce qu'ils disent pas ça pour l'argent, mais en vrai je dis entre avant et maintenant j'ai toujours la même activité, j'ai toujours les mêmes contenus, la seule chose qui a changé c'est un petit peu mon compte en banque où tu vois je peux faire quand même plus de choses, et tu me dis que t'es pas là pour ça, c'est bien la preuve que si. Donc les gens en fait ils sont là-dessus, faut pas trop se fier à la vie des gens parce qu'ils sont hyper factuels. Tu vois, tu vas faire un truc pour eux ridicule et dès que tu vas avoir de l'argent, peu importe, même si c'est le même truc, ils vont dire que t'es un génie en fait. Donc ils sont hyper factuels les gens. Et du coup, je trouve qu'en France, on est quand même beaucoup là-dedans, où la plupart, c'est vraiment cet aspect où finalement on n'aime pas ceux qui ont des ambitions, on n'aime pas ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent, on n'aime pas les entrepreneurs tout court. Hein, j'irai même plus loin que ça. Il y a des exceptions bien sûr, mais d'une manière générale, on n'aime quand même pas les entrepreneurs en France. Hein. C'est compliqué. Voilà, suffit de voir, tu vois en ce moment la politique, moi j'adore la politique, mais j'apprécie pas les politiciens, nuance. Mais moi j'ai toujours été très politisé, donc je suis beaucoup ce qui se passe en ce moment. Et tu vois qu'en ce moment, tu vois par exemple, il n'y a rien. Alors on pense à énormément, on pense à ceux tu vois qui bossent pas trop, mais tu vois il n'y a rien qui est proposé concrètement pour les entrepreneurs. Tu vois c'est pas du tout une ligne éditoriale de n'importe quel programme, t'en prends. C'est pour ça que moi je m'y retrouve pas du tout, hein, que ce soit dans n'importe lequel. Et puis la montée des extrêmes, que ce soit extrême droite ou extrême gauche, les deux, hein, les deux ça fait peur je trouve. Et je trouve, le contexte politique, tu vois, parle pour le pays, je trouve en ce moment, où ça montre que les gens on n'est pas du tout là-dedans, on sait pas ce qu'on veut, on sait que critiquer, alors qu'aux États-Unis vraiment t'y vas, t'es à New York, et là c'est pas un mythe, tu vois, sur la politique, c'est pas un mythe, c'est vraiment tout est possible. Je suis là-bas, tout est possible. Et tu dis bah oui, je suis là parce que j'entreprends, j'aime mes parents, mais les gars, putain mais c'est génial. J'étais dans un restaurant et pourtant c'est un restaurant tu vois un peu huppé, donc je me disais les gens tu vois vont être tranquilles, ils vont pas vouloir faire chier, et en fait j'ai dit ça à un gars, il a rapproché sa table, ah ben non on vient de Chicago machin, on a mangé avec eux en fait, tu vois. Et les gens sont beaucoup, et ça c'est vraiment pas un mythe, hein. Par exemple à Times Square les gens
Tu trouves de tout. Je suis sûr, je me serais baladé en caleçon à Times Square, mais no joke, on m'aurait à peine regardé. On m'aurait dit tiens, c'est marrant, il est en caleçon, mais on n'aurait pas fait. En France, tu fais ça, ça fait la une. De TikTok. Ouais, c'est ça. Donc ouais, moi c'est le mindset où j'ai beaucoup de mal, et je dirais à ces jeunes de pas tellement si au mindset, c'est compliqué, mais de faire avec et de plutôt aller demander conseil aux gens qui sont là. Où la personne veut être, parce que tu deviens entrepreneur, mais tu vas avoir différents objectifs, juste en vivre. Et donc là, tu vas voir quelqu'un qui a envie, ou alors tu veux faire des millions, essaie de te rapprocher de quelqu'un qui a déjà fait ça. Et donc voilà, véritablement, rapproche-toi des personnes qui sont là où tu veux être, tout simplement. Du coup, dernière question, c'est quoi ton pourquoi ? Ah, c'est une bonne question. La question la plus profonde que vous pouviez poser. Mon pourquoi, ça s'est toujours résumé en un mot, c'est la liberté. En vrai. Alors forcément, la liberté financière, parce qu'aujourd'hui, on dit oui, mais il n'y a pas que l'argent, mais la vérité, c'est qu'on vit aujourd'hui dans une société ultra capitaliste. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, je comprends, mais aujourd'hui, avec de l'argent, tu fais tout. J'en parlais avec ma grand-mère, elle me disait oui, mais tu sais, Joris, il y a aussi le travail, l'amour, la famille. Je dis, mamie, je suis totalement d'accord avec toi, mais sauf qu'avec plus d'argent, avec plus d'argent, tu prends beaucoup plus soin de tes proches. Avec plus d'argent, tu prends plus le temps pour toi. Donc tu rencontres des personnes qui te ressemblent. Donc tu as plus de chances de trouver l'amour. Avec plus d'argent, tu te soignes beaucoup mieux. Tu manges beaucoup mieux. Donc en vrai, l'argent aujourd'hui est au cœur de tout. Mais ça a été vraiment la liberté de faire, la liberté d'agir. Et surtout de pouvoir... moi, j'estime que j'ai eu une enfance absolument merveilleuse. Mes parents, ils ont toujours été dans la classe moyenne, pas populaire, mais pas riche non plus, classe moyenne. Et donc tous les ans, on partait en vacances. Mon père adorait la France, donc la France, je la connais en long, en large, en travers. Mais c'était vraiment... ils ont toujours été en mode faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez. Et moi, tu vois, mes parents, même s'ils sont pas entrepreneurs ou quoi, pour rien au monde, je les changerais. Et j'estime que quand je repense franchement à mon enfance, tu sais, on m'a déjà posé des questions comme ça. Ouais, est-ce que t'es parti de loin, etc. Est-ce que t'as eu une enfance difficile? Tu sais, parce que c'est souvent le truc. Mais je dis, moi, franchement, si tu dis ça, je mentirais, quoi. Je dis, non, moi, j'ai eu, bon, franchement, parce que tu sais, t'as des fois des personnes qui ont une enfance où ils sont riches en termes d'argent, mais ils voient peu leurs parents. Et t'en as, ils ont pas assez d'argent, tu sais, pour être vraiment bien, ou c'est compliqué. Moi, j'étais vraiment l'entre-deux avec des parents hyper aimants et une famille géniale. Donc, franchement, je me suis jamais plaint de ça et j'ai toujours voulu leur rendre. Et en vrai, ce premier kiff de pouvoir les emmener à New York, parce qu'eux, ils étaient vraiment, ils pensaient qu'ils iraient jamais de leur vie. Et ça, alors que moi, c'était, aussi, mais vous allez voir, c'est pas non plus. Et eux, ils étaient vraiment, et ça a été fou de leur rendre ça. Et donc, en vrai, bon, pourquoi ça a toujours été la liberté et aussi d'acheter la liberté de mes parents et de ma petite sœur. C'est magnifique. Ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou? Putain, compliqué. En vrai, j'en ai tellement. En fait, j'ai plus maintenant, je me rends compte des objectifs que des rêves. Mais je crois que mon rêve le plus fou, ce serait vraiment, si je suis totalement transparent, d'être vraiment quelqu'un, de laisser une trace. Une trace où tu vois par exemple Steve Jobs, au-delà d'entrepreneur, il a laissé une trace indélébile. Bon, j'étais pas fan de son management, parce que j'ai lu sa biographie, mais il a laissé une trace indélébile. Et moi, c'est vraiment une trace que j'aimerais laisser, à encourager beaucoup de personnes à faire de manière générale dans leur vie. Puis j'aimerais faire plein de choses, j'aimerais vraiment être un touche-à-tout. Tu vois, quand tu vois Bernard Tapie, homme très controversé aussi, mais quand tu vois qu'il était entrepreneur, qu'il a voulu être chanteur, qu'il était acteur, je trouve que c'est une vie, moi, qui est incroyable. Parce que pour moi, on met trop dans des cases, et je pense que c'est pour ça que nous trois, notamment, en ayant ce côté entrepreneur, on a du mal à s'y retrouver en France, parce que nous, c'est vraiment sans cases, alors que la majorité des gens sont avec des cases. Moi, quand on me dit ah ouais, du coup t'es entrepreneur, tu vois, pareil, mais dans des cases, je dis non, je suis quelqu'un qui construit des choses, quoi. Tu vois, au-delà de ça. Et je pense que c'est réellement ça le plus important, et d'être vraiment aligné avec ses valeurs. Écoute, qu'est-ce qu'on peut pour finir ce podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est tout simplement de continuer d'agrandir mon réseau et d'atteindre les objectifs que je souhaite atteindre, puisqu'en vrai, je trouve, chose que je n'ai pas forcément évoquée dans ce podcast, mais le réseau, je trouve que c'est la vie. C'est la vie dans le sens où ça te permet de construire de grandes choses, et au pied, tu te sens bien. Moi, depuis que je suis entrepreneur, au-delà de ça, je kiffe mon quotidien parce que j'adore les rencontres que je fais. Je rencontre des gens ultra intéressants, ultra inspirants, et qui sont à des niveaux très différents en plus, et c'est ça qui fait aussi la diversité. La richesse, et la richesse, ouais. Et je trouve, et je finirai par ça, je trouve que finalement les rencontres, c'est beaucoup trop sous-coté, puisque c'est la plus belle des richesses
tu vois, il y a des études qui ont été menées où l'argent, ça te permet de t'acheter un certain confort, mais c'est pas ce qui te rend heureux sur le long terme. Apparemment, ce qui rend le plus heureux, c'est une étude de l'université de Stanford, vérifierait, mais il me semble. Donc, tu vois, une étude tout de même assez sérieuse qui a prouvé que c'était en fait les liens sociaux qu'on entretenait avec les gens, qui montraient finalement. Donc, c'est vraiment ça finalement. C'est avoir beaucoup d'argent, mais surtout pour avoir une liberté et faire des rencontres toujours plus inspirantes et vivre de toutes ces richesses. Franchement, merci, vraiment merci un immense merci pour cet échange. Enfin, c'était super enrichissant. Enfin, je pense que tu as donné tellement de plus-value à ton métier, mais aussi au métier. En droit des affaires, tu as choisi un premier master et tu t'es redirigé, et comme quoi tout est possible, et le principal c'était toujours écouter sa voix intérieure. C'est ça. Et d'être aligné, quoi. Après, je me suis jamais pensé, tu vois, comme rediriger, dans le sens où pour moi, les études que j'ai faites, elles me servent vachement pour le groupe, tu vois, qu'on veut bâtir. Bien sûr. Et je dis toujours que le plus important finalement, parce qu'en France on valorise aussi beaucoup le diplôme, mais le plus important, et c'est de moi ça pour le coup, c'est pas le diplôme en soi, c'est ce qu'on en fait, en fait, qui compte. Complètement. Et ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas pour cet échange. Merci à vous, c'était une très bonne question et c'était super intéressant. Super, on est contente que tu aies passé un bon moment. Pour finir, et ça on ne l'a pas changé, tu dois nous faire chanter une chanson. En vrai, tu pourrais soit nous faire une petite, une petite chanson, un petit mouvement de danse comme tu veux, ou un check de fin. Moi je suis plus check de fin. Ouais, ok, vas-y. Donc je fais ça, puis je vais faire un clap à la fin. Alors allez-y tous les deux. Allez. Yeah! Allez! On adore! Merci beaucoup, Joris. Avec plaisir. N'hésitez pas, on mettra du coup tous les liens des entreprises, du coup de Link by Agency, l'entreprise d'accompagnement aussi, le programme d'accompagnement, le lien, les réseaux sociaux, de là partout où vous êtes, on mettra tout en description. Les liens en description. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à faire ce que vous voulez, mais à partager, réagissez. En attendant, on vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Mouah.